introduction de toute façon. Vous savez, moi, je parle toujours beaucoup en début. Donc, vraiment, je voudrais vous remercier d'être tous là. Et surtout, aujourd'hui, voilà, en ce moment de canicule, peut-être que vous essayez de trouver un peu de fraîcheur. Et j'aimerais juste commencer par dire que vraiment, nous avons rédigé un texte sur chaleur et maladie de Parkinson et aussi pour indiquer quoi faire avec les médicaments par ces temps de canicule. Donc n'hésitez pas, on va mettre le lien dans la chat, on essaiera de le remettre plusieurs fois. Donc n'hésitez pas vraiment à aller consulter ce lien, c'est important, ça donne des trucs et astuces au moment de chaleur et surtout comment conserver ces médicaments par ces grandes canicules, ça peut intéresser beaucoup de monde. Donc vraiment, merci. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième épisode de ces rendez-vous de la recherche pour expliquer de la recherche. Et aujourd'hui, nous avons vraiment le plaisir d'accueillir le professeur David DeVos, qui est un neurologue spécialiste de la maladie de Parkinson qui est à Lille, mais c'est aussi, je dois le dire, un grand ami de France Parkinson depuis des années. Donc vraiment, merci à lui d'être présent aujourd'hui. Et on sera avec nous pendant environ 1 heure pour lever le voile sur la dopamine. On a aussi le grand plaisir et la chance d'accueillir Madame Catherine Téten, j'espère que je prononce bien votre nom de famille, qui est présente aussi pour témoigner de son vécu et de sa participation à un essai clinique avec le professeur DeVos. Donc bonjour Catherine et vraiment un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc nous sommes ensemble environ pendant 1 heure. On a prévu 30 minutes de présentation par le professeur DeVos, plus ou moins, et après 30 minutes d'essai. Et avant de commencer, je vais vous donner quelques règles comme qu'on a défini comme un pacte de survie collectif. Vous avez constaté que vos caméras et vos micros sont éteints. Donc nous, on ne peut pas vous voir. Vous nous voyez. Vous ne pouvez pas poser de questions à haute voix. Et vous aurez un moment pour poser des questions. Et je vous demande vraiment de le faire au travers de l'onglet Q&R que vous avez en bas de votre écran. Je ne regarderai pas la chat pour répondre aux questions à la fin. Je voudrais aussi vous rappeler qu'on est dans un webinaire de recherche. Aujourd'hui, nous, on ne parle pas de soins courants, mais bien de recherche. Donc, on parle de pistes de recherche intéressantes qui sont en cours de développement et pas de soins courants. Donc, vous le savez, France Parkinson soutient beaucoup la recherche. Et aujourd'hui, on aimerait aussi remercier du fond du cœur nos donateurs qui nous permettent de faire avancer la recherche. Donc, si vous souhaitez prolonger cet élan, vous verrez qu'il y a un QR code qui est affiché à l'écran et vous pouvez faire un don en toute simplicité. Mais bon, j'ai déjà beaucoup parlé. Donc aujourd'hui, professeur DeVos, je vous laisse l'avant de la scène pour présenter. Merci beaucoup, Marie. Bonjour à tous. C'est un vrai plaisir de. Je crois qu'il y a de l'écho, vous pouvez couper les micros, ceux qui ne parlent pas. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. Comme dit Marie, c'est un ami de France Parkinson et à chaque fois de faire le point avec vous, ça donne tout le sens de notre démarche en tant que médecin et en tant que chercheur. Alors, je vais partager mon écran pour la présentation. Voilà. Alors, l'objectif est ici triple de rappeler ce que c'est que la maladie de Parkinson, euh, même si vous le vivez dans votre corps, mais d'expliquer un petit peu plus, de reprendre un petit peu toute l'historique de la découverte des traitements et qu'est-ce qu'on a comme traitement maintenant, et puis d'aller un peu plus loin vers les traitements par dopamine qu'on développe et de ne pas être trop long pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, je suis consultant pour de nombreuses industries pharmaceutiques et j'ai créé notamment une brain pharma qui porte la dopamine et donc qui forcément va influencer mon discours. Donc, la maladie de Parkinson, on le dit, c'est une maladie neuropsychiatrique et on le sait, il y a 30% d'anxiété, 30 à 40% d'anxiété, il y a 10%, 20% de dépression, il y a de l'apathie, c'est une maladie neuropsychiatrique, neurodégénérative qui coûte bientôt 10%. Si on essaie de la caractériser, on essaie de dire simple quand on explique aux patients au début de maladie, ben on a une zone qui s'appelle la substance noire qui dégénère et donc on perd la noirceur de cette petite partie et qui perd cette noirceur. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est la dopamine et la dopamine, eh bien, elle n'est plus colorée, donc on n'a plus de dopamine dans cette substance noire. Or, la substance noire envoie la dopamine dans le striatum, vous voyez cette grande structure violette. Et cette structure violette, elle va réguler tout ce qui est automatique dans notre corps, c'est-à-dire quand on
rétablit l'équilibre lorsqu'on marche, lorsqu'on parle, lorsqu'on cligne les yeux, lorsqu'on avale sa salive, lorsque on écrit, voilà, tout ça, en fait, finalement, la plupart de nos activités du quotidien sont très automatiques. On les a appris quand on était petit. Et puis, ensuite, pour économiser notre cerveau, parce que l'apprentissage consomme beaucoup d'énergie, eh bien, on les met dans des programmes automatiques qui nous permettent d'activer que quelques neurones dans notre cerveau et non pas tout le cerveau comme quand on apprend. D'ailleurs, on sait quand on apprend, on est fatigué parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Et donc, la nature a conçu ces programmes d'automaticité et la maladie de Parkinson va atteindre l'automaticité. L'automaticité motrice, mais aussi les automaties émotionnelles. Ha ha ha! Quand j'éclate de rire ou lorsque je pleure, je me dis pas tiens, pleure, ça se fait de manière très automatique. Pareil, au niveau intellectuel, on utilise beaucoup de mécanismes automatiques qui peuvent être plus ou moins atteints. Alors, dans un parcours de maladie de Parkinson, c'est ce qu'on rappelle souvent, c'est que la maladie commence plusieurs années avant. Et on va vous dire que ça peut commencer par des troubles du sommeil, par de la dépression, de la constipation, de l'anxiété, de perte de l'odorat ou d'être plus somnolent. Mais en fait, quand vous parlez entre vous et quand nous, on interroge les personnes, eh bien, il n'y a pas une personne qui commence de la même façon. Et c'est bien là la problématique, c'est-à-dire que si on veut détecter plus tôt la maladie, eh bien, c'est très variable et c'est des signes vague et bénin, hein. Bon, voilà, je suis plus fatigué, j'ai 50 ans, je suis devenu plus anxieux qu'avant, ou plus somnolent. Bon, beaucoup de gens ont ça sans que ça devienne une maladie de Parkinson. Et c'est vraiment quand on a la lenteur, la raideur et le tremblement, pour certains, le tremblement, mais c'est surtout la lenteur, hein, c'est ça qui est le signe le plus flagrant. Eh bien, c'est là où les médecins commencent à évoquer le diagnostic de Parkinson. Mais vous voyez que il faut pas réduire ces trois symptômes. Ça, c'est une définition d'un ancien temps. C'est pas comme ça qu'on appelle une maladie de Parkinson. Et on a les signes en bleu ici, qui sont les signes moteurs. Et c'est vrai qu'après 5 ans d'évolution, chez 50% des personnes, eh bien, on peut avoir des fluctuations, on va le revoir. Le traitement fonctionne moins bien et on doit prendre des prises de traitement beaucoup plus fréquemment. Et puis plus tard, l'autre grand fléau moteur, c'est les troubles qu'on dit axiaux. On a du mal avec l'équilibre, on a du mal avec la marche, on a du mal à déglutir. Et ça, ce sont ces fameux troubles axiaux qui sont moins sensibles d'ailleurs au traitement et qui posent un gros problème aux personnes atteintes de maladie de Parkinson parce que bah, ça a un gros impact sur l'autonomie et on arrive moins à les traiter. Et vous voyez en rouge, c'est toute la partie non motrice. Finalement, elle est beaucoup plus non motrice que motrice, la maladie de Parkinson. Les troubles du sommeil, c'est-à-dire on a un sommeil agité, on se bat pendant la nuit, on étrangle son conjoint, on a la dépression, constipation, anxiété. Et puis surtout, le gros fléau, ce sont les troubles intellectuels. Alors, c'est pas du tout un Alzheimer, mais on arrive moins à s'organiser, à planifier. On a un trouble de mémoire très immédiate. On a du mal à se concentrer. Et ça arrive assez tôt et ça gêne des jeunes personnes qui sont encore en âge de travailler, disent, je suis plus aussi au top qu'avant dans mon travail. Et ça, c'est vraiment très embêtant. Une partie répond bien au traitement à base de dopamine, on le verra, d'autres non. Et donc, c'est ce que j'ai résumé ici, et c'est ce que je dis à chaque fois que je fais un topo. C'est bien, il faut arrêter de dire la maladie de Parkinson, c'est de la lenteur, de la raideur, du tremblement, ça c'est n'importe quoi. La maladie de Parkinson, c'est une maladie de l'automaticité qui concerne des aspects moteurs et non moteurs. Et on faut arrêter de dire aussi que la maladie de Parkinson, c'est juste la synucléine. Non, c'est complexe. C'est parce que quand on a regardé les cerveaux, on a vu qu'il y avait des agrégats de protéines, un manque de dopamine, un excès de fer. Mais bien sûr, c'est bien plus complexe. Il faut arrêter de dire qu'on ne sait pas d'où vient la maladie de Parkinson, quelle est la cause de la maladie de Parkinson. Ça aussi, ça me fait hurler. On sait très bien, mais c'est les causes. Et chacun d'entre vous qui a la maladie de Parkinson, eh bien, il y a plusieurs causes. Peut-être certains, vous les connaissez. Au-devant desquelles on a les pesticides. Si on n'avait pas de pesticides, on aurait beaucoup moins de cas de maladie de Parkinson. Les métaux lourds, le mercure, le manganèse, les solvants, le trichloréthylène, le N-hexane, tous ces solvants-là qu'on retrouve à petite dose dans la nourriture, dans l'air, et on s'intoxique tout doucement, et certaines personnes vont être plus fragiles que d'autres. Alors il y a des formes bien sûr génétiques, mais c'est assez rare d'avoir des formes familiales. Parfois on a un oncle, une tante. C'est vrai, parfois on peut avoir une mère ou un père, mais c'est très rare. La plupart du temps, 90% des cas, rien dans la famille, mais un facteur de risque. Et donc les gènes sont non pas intéressants en termes de fréquence, mais ils sont intéressants en termes de mécanismes pour comprendre. Et il ne faut pas confondre les causes, que chacun d'entre vous en a, peut-être une centaine de causes chacun, et comment le corps réagit.
Donc, si on a des protéines qui vont mal, la fabrication de l'énergie, de l'inflammation, tout ça, c'est comment le corps réagit. Parce que notre corps est très intelligent. Il se bat pendant la maladie pendant au moins 10 ans, 15 ans, avant que les premiers symptômes apparaissent. Et quand les premiers symptômes apparaissent, on a déjà perdu près de 50% des neurones dans la substance noire. Alors, je vais vous faire très rapidement un petit topo sur les traitements. Euh, les prix Nobel, on a découvert la dopamine en 1910. Vous voyez, c'est une vieille histoire. Mais on a compris que la maladie de Parkinson était liée à la dopamine en 1957 avec Arvid Carlsson. En fait, il pensait que la dopamine intervenait dans la tension artérielle, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, parce que quand on met de la dopamine, on baisse la tension. Mais en faisant un modèle de lapin ou qui diminue la dopamine, eh bien, il s'est rendu compte que les lapins ne bougeait plus, était apathique, amorphe, lent. Et c'est comme ça qu'il a compris le rôle de la dopamine. Ornikiewicz, un peu plus tard, en 1960, lui, eh bien, il se dit, bah, attendez, puisqu'on découpe le tronc cérébral des personnes qui sont mortes, qui avaient un Parkinson, on voit qu'il n'y a plus la zone noire, donc il n'y a plus la dopamine, eh bien, je vais donner de la dopamine à mes patients, parce que c'est un médecin, pour les aider. Sauf que la dopamine, elle passe pas la barrière digestive ni la barrière du cerveau. Donc, si vous prenez de la dopamine, vous avez une bonne diarrhée et ça ne fait rien. Donc, il a l'intelligence de se dire, je vais prendre la L-dopa, la levodopa, c'est-à-dire une substance qui est censée se transformer en dopamine dans notre corps et qui, elle, passe les barrières. Et c'est les traitements qui sont arrivés. Alors, beaucoup se sont battus en 1960 parce que certains disaient ça marche bien, d'autres disaient mais ça marche pas du tout. Ils se battaient. Souvent, quand il y a des découvertes, il y a toujours des gens qui disent que ça marche pas. Et Kotsias aux États-Unis, parce que Carlson est en Suède, Ornikiewicz en Autriche et Georges Kodzias à Columbia aux États-Unis. Et lui, il dit, bon, très bien, puisqu'on est en train de se battre, on va faire un essai thérapeutique. Et ça, c'était très intelligent. C'est un des premiers qui a dit, on va mettre des personnes sous L-Dopa ou sous placebo, parce qu'on sait qu'il y a un gros effet placebo. Hein, on est tous, des fois, on dit, bah, tiens, je prends telle homéopathie, tel traitement, telle alimentation, je me sens mieux. Et on sait que l'effet placebo, c'est 30%. Et puis Kodzias, il est malin aussi parce qu'il dit, ben, on va mettre des doses en augmentant très doucement et en mettant des doses très fortes. Et c'est comme ça qu'il a réussi. Parce que si on avait mis d'emblée des doses fortes, ben, on vomit, on est malade, parce qu'on sait que tous les traitements à base de dopamine font vomir, donc il faut monter tout doucement. Et il démontre que ça marche. C'est le fameux film L'éveil qui montre que c'est un succès. Et ça arrive en 1969, donc c'est pas très vieux. 1970, les patients en France sont traités par la L-Dopa, le Modopa, l'Arodopa. Et puis 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, les personnes qui étaient traitées commencent à avoir des mouvements involontaires, certains des hallucinations, certains des confusions. Et donc on se dit, oh là là, et ça c'est Stanley Fan à Columbia qui se dit, mais il y a un gros problème avec la L-Dopa et ça a jeté ce que vous pouvez voir sur Internet. La levodopa, c'est dangereux, la levodopa, c'est pas bien. C'est une fameuse phobie de la L-Dopa qui n'est pas justifiée, mais qui était liée au fait de ce qu'on avait constaté. Alors, il est vrai que quand on regarde la L-Dopa, je vais rentrer un petit peu plus dans des détails techniques, mais rapidement, c'est un médicament qui est tout pourri, en fait. Il a plein d'inconvénients. C'est-à-dire qu'il marche très fort. Heureusement qu'on l'a, ce traitement, mais il a une demi-vie de 90 minutes. Ça veut dire que si vous avez une maladie très peu évoluée, vous stockez votre L-Dopa, mais si vous avez une maladie plus évoluée, ben en fait, tous les 90 minutes, vous êtes obligé d'en reprendre. Et en général, les personnes qui ont une forme un peu plus sévère, ils savent que toutes les 2 heures, ils prennent une dose. Aussi, le traitement peut être dégradé dans le tube digestif par certaines bactéries. On sait que ça met du temps à passer la barrière digestive et du temps pour passer la barrière cérébrale. Et quand on prend un gros repas avec de la viande, eh bien, la L-Dopa pénètre moins bien. Et puis, donc, elle fluctue. Elle va se mettre dans des neurones, dans des cellules du cœur, elle se met partout, dans toutes les cellules du corps. Donc, c'est vraiment un problème compliqué. Alors, des années 80 et 90, les chercheurs se sont dit, bon, bah, il faut trouver autre chose que la L-Dopa. Et ils ont pensé aux agonistes dopaminergiques. Et donc, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre L-Dopa qui se transforme en dopamine, on met une molécule qui ressemble à de la dopamine et qui va se fixer directement sur les récepteurs. Mais le problème, et on va aussi développer d'autres traitements, c'est des inhibiteurs de dopamine, c'est-à-dire que des traitements qui sont censés éviter que cette L-Dopa et que cette dopamine ne se dégradent trop vite. Le problème, et vous le verrez sur ces schémas complexes ici, c'est que on a lancé les agonistes dopaminergiques dans les années 90,
Et les industries pharmaceutiques disaient, oh, la L-Dopa, c'est méchant, les agonistes, c'est super, il faut prendre des agonistes. Et c'est là aussi qu'est née la dopaphobie. Sauf qu'en année 2000, il y a un autre médecin américain, Daniel Weintraub, qui est psychiatre et qui dit, mais attendez, il y a un gros problème avec les agonistes. Vos patients sont addictifs, vous les rendez addicts. Et c'est là où on se rend compte, ça a été un bouleversement total, parce que ni les patients nous le disaient, ni nous les interrogions, et en fait, il y avait des comportements complètement aberrants. C'est-à-dire qu'il y avait des comportements d'addiction au sexe, d'achat pathologique, où ils dépensaient 200 000 euros, des sommes colossales de jeux pathologiques, d'utilisation d'informatique, bref, avec des conséquences dramatiques pour eux-mêmes, pour leur famille, leur entourage. Et donc, on a commencé à faire très attention aux agonistes dopaminergiques. Alors, en vrai, c'est à peu près 50% aussi, après à peu près 5 ans, doivent les arrêter parce qu'ils ont trop de problèmes avec les agonistes dopaminergiques. Et 50%, bah, plutôt, ça les aide. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas non plus retiré les produits du marché, mais il faut être très prudent. Et en plus, dans l'addiction, souvent, bah, on ne le dit pas. Quand on est addictif à quelque chose, à la cigarette, à la bouffe, il y a eu beaucoup d'addictions aussi alimentaires. Qu'est-ce que dit un addictif tout le temps? Bah, et pourtant, je mange rien, pourtant, je me retiens. Et donc, c'est difficile l'addiction. Donc, il faut la chercher. Et les inhibiteurs enzymatiques, vous voyez ce schéma très compliqué que je vous demande d'apprendre par cœur. Non, bien sûr, je rigole. Ça montre toutes les voies par lesquelles la dopamine est dégradée. Donc, vous voyez bien que quand on met des inhibiteurs, bah, ça ne marche pas très bien. Alors, on est arrivé donc finalement, comme je vous le dis, à cause de cette L-Dopa qui nous aide, parce qu'avant la L-Dopa, les personnes, après 10 ans d'évolution, étaient dans un état grabataire. Et donc, heureusement que la L-Dopa est là, seulement elle pose problème et on a ces fluctuations. C'est-à-dire que, eh bien, le matin, on se lève, on est sous-dosé, on prend notre traitement, ça met une demi-heure avant d'agir. Ah, ça y est, je me sens mieux, mes crampes du matin, ma lenteur, ma raideur, mon tremblement vont mieux. Je vais mieux 45 minutes, une heure, et puis hop, ça redescend, et hop, je me rebloque à nouveau. Et puis même un peu plus tard, quand je suis au sommet de la courbe, eh bien, je suis surdosé et j'ai des mouvements involontaires. Et en plus des mouvements involontaires, comme je dis que c'est une maladie neurologique et psychologique, je suis excité, je suis énervé en plus avec ma L-Dopa, je suis excité. C'est pour ça que les gens aussi, certains développent une addiction à la L-Dopa parce qu'ils aiment bien être dans un état un peu excité. Alors le conjoint dit, mais c'est insupportable, il bouge tout le temps. Et le patient, lui, il adore prendre de la L-Dopa parce que finalement, il se sent mieux, il se sent excité. Et donc, on a créé la règle 5-2-1, c'est-à-dire au bout de 5 prises par jour, 2 heures de blocage où mes symptômes reviennent, Monsieur Parkinson revient et m'embête, ou 1 heure de surdosage, il faut un traitement de seconde ligne. Et donc, on va voir ces traitements de seconde ligne. Quels sont-ils? Eh bien, on a l'apomorphine, c'est-à-dire que c'est comme un agoniste dopaminergique qui était développé à Lyon par Aguetan, seulement ils se sont rendus compte que ça passait pas la barrière digestive. Donc, ils l'ont mis en sous-cutané. Et donc, vous voyez, c'est une petite pompe qu'on pique sous la peau, change de place, et ça permet de diminuer un petit peu le traitement oral, et ça permet de diminuer d'un petit 2 heures les complications. Donc, on a un peu moins de mouvements involontaires et un peu moins de blocage. Quand on avait 6 heures d'embêtement par jour, eh bien, on a 2 heures en moins et 2 heures de placebo. C'est-à-dire qu'en gros, on est amélioré de 4 heures. Ensuite, en Suède, il y a un autre traitement qui a été développé, la duodopa. Cette duodopa, c'est un gel de L-dopa. C'est-à-dire c'est un chimiste qui avait la maladie de Parkinson, Sven, et en fait, non, pardon, Per, s'appelle Per son prénom, que j'ai rencontré, et ce monsieur très intelligent, il a réussi à développer un gel de L-dopa qui permettait de l'administrer en continu, mais via une gastrostomie. Donc, on fait un trou et on va mettre le tuyau dans l'estomac et on le descend dans l'intestin, parce qu'on sait que la L-dopa est absorbée au début de l'intestin grêle. Bon, évidemment, on n'y va pas de gaieté de cœur, c'est quand on est très embêté par la maladie qu'on fait ça. Est-ce que ça marche? Ben, c'est pareil, ça améliore à peu près 2 heures. Ça, l'apomorphine, tout le monde ne peut pas l'avoir, parce que si on a des confusions, des hallucinations, ça, il y a un risque. La duodopa, ben, en fait, tout le monde peut l'avoir, mais c'est vrai que la gastrostomie n'est pas engageante et finalement, il n'y a que les personnes très embêtées qui le font. La skiova, fos-levodopa, dont on parle beaucoup, qui vient d'arriver, eh bien, vous voyez, c'est 1 heure aussi, 1 heure 7. C'est pas mieux, c'est pas plus efficace. Et là, c'est une prodrogue. C'est-à-dire que c'est un traitement qui a des phosphates. Et en fait, dans notre peau, on a des phosphatases alcalines qui cassent les phosphates et qui libèrent de la L-dopa. Et la L-dopa est absorbée dans la peau, passe dans le sang, passe dans le cerveau et c'est une façon, et c'est un peu le même système qu'ici, hein, comme la pompe à peau, sauf que la pompe est un peu plus grosse, comme vous voyez.
Et puis la stimulation cérébrale profonde, qu'en France, parce que ça a été développé en France, on dit c'est le traitement le plus efficace, c'est le mieux. C'est pas vrai du tout. C'est-à-dire qu'on améliore de 3h25, y compris l'effet placebo, dont on sait qu'il est très important. Donc on tombe aussi à 1h30, 2 heures d'amélioration. Et dans ce traitement-là, comme il est très invasif, on va mettre 2 électrodes au fond du cerveau. On ne le fait qu'aux gens jeunes. Alors jeunes dans la Parkinson, c'est moins de 70 ans. Que quand on a une forme assez pure, il ne faut pas être trop déprimé, il ne faut pas avoir de troubles intellectuels, il ne faut pas avoir de troubles de la marche importants qui ne répondent pas à la L-DOPA. Donc en gros, voilà les traitements qu'on a. Et donc vous discutez avec votre neurologue, quel traitement vous préférez, quel traitement vous pouvez prendre. Il n'y en a pas un qui est mieux de l'autre, ça dépend aussi des problèmes qu'on a et de ce qu'on préfère avoir comme traitement. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il n'y a pas des traitements du futur? Ben si, on a des traitements du futur et notamment, on a beaucoup parlé de la thérapie cellulaire, les greffes de cellules souches. Alors ça, c'est le truc qui fait rêver tout le monde. On va, puisque j'ai moins de neurones dopaminergiques, eh bien on va me mettre des neurones à la place, un peu comme je vais chez le garagiste et j'ai un problème de carburateur. C'est pas grave, je vais vous changer votre carburateur. Alors c'est pour ça que ça fait rêver parce que tout le monde comprend. Mais ça ne marche pas, je suis désolé, parce que quand on met les neurones, eh bien les neurones sont détruits, comme vos propres neurones. En plus, ils ne se reconnectent pas avec ceux sur place. Et tous les 3 dernières grandes études dont on a énormément parlé dans la littérature, dans les journaux, parce que ça fait bien, il y a une étude sud-coréenne, américaine et japonaise, et j'ai revu d'ailleurs, j'ai été juge de ces 3 études, eh bien, les patients sous traitement n'ont même pas réduit leur traitement oral et avaient à peine quelques points d'amélioration de leur handicap. En revanche, c'est un succès scientifique parce que on sait qu'on peut mettre des neurones, on sait c'est pas grave, on ne déclenche pas de tumeur. Les patients sont quand même 1 an sous traitement immunosuppresseur, hein, ce qui n'est pas rien du tout. Hein, c'est des traitements qui diminuent l'immunité. C'est carrément une chimio, en fait. Hein, on est sous chimio pendant 1 an. Et donc, voilà. Donc, c'est pas simple. Le Japon, terre du prix Nobel des cellules souches, a autorisé la poursuite du programme. Ça ne veut pas du tout dire que c'est un traitement efficace. La thérapie génique qui avait été développée par Stéphane Palfy à Créteil est une idée aussi très intéressante et très originale où il va essayer d'amener des gènes dans le cerveau. Là aussi, très beau succès scientifique, c'est-à-dire que on a pu mettre un virus dans le cerveau des patients, aucune complication. On a vu qu'il y avait des gènes qui augmentaient, mais la production locale de dopamine reste trop faible et on n'avait pas vraiment de bénéfice pour les patients. Donc, ça a été abandonné, mais scientifiquement, comme les cellules souches, c'est très intéressant, mais pour l'instant, ce n'est pas pour nous aujourd'hui. Et alors, quand je fais cours, il y a parfois un étudiant un peu plus malin qui lève la main et dit, bah, monsieur, puisqu'il manque de dopamine, pourquoi on ne met pas directement la dopamine dans le cerveau? Et je lui dis, bah, tu as raison, mon garçon ou ma fille, c'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, c'est l'idée que j'ai eue aussi dans les années 2000 avec mon épouse, le professeur Caroline Moreau. On s'est dit, bah, pourquoi on ne mettrait pas directement la dopamine dans le cerveau? Et on a commencé à travailler sur des modèles de souris qu'on avait rendus parkinsoniennes. Et le problème, c'est que bah, quand on injectait la dopamine, je vais vous le montrer juste après, le cerveau devient noir. Et donc, ça, c'est un problème. Et en faisant la littérature, je me rends compte, et souvent quand on est chercheur, c'est la même chose, quand on a une idée, il y a quelqu'un dans le monde un jour qui l'a eu avant. Et effectivement, dans les années 80, vous voyez, 1983, 1989, eh bien, 2 personnes, une à Boston, côte est des États-Unis, une en Australie à Melbourne, ont mis directement de la dopamine dans le cerveau. Et c'est pas un hasard. Vous voyez, c'est en 83-89, c'est-à-dire 10-15 ans après l'introduction de la L-Dopa, où ils ont vu que ça n'allait pas du tout, la L-Dopa. Et puis, j'ai des patients qui deviennent hallucinés, confus. Alors, ce qu'on n'avait pas compris à l'époque, c'est que malheureusement, c'est l'évolution naturelle de la maladie de développer des troubles intellectuels, surtout après 72-75 ans. C'est pas que lié à la L-Dopa. Mais ils se sont dit, tiens, si on mettait la dopamine, peut-être qu'on n'aurait pas ces problèmes-là. Et ils ont mis chez 2 patients et ils ont vu que ben, c'était pas trop dangereux, on n'a pas aggravé les personnes et ça semblait un peu efficace. Et donc, mais en même temps, ils avaient peur de l'oxydation. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de craintes et ça n'a pas été développé. Ensuite, un autre personne très importante dans le monde du Parkinson s'appelle Stanley Fan, qui est à Columbia, aux États-Unis, et qui, lui,
a fait l'étude et a développé la L-Dopa aussi. Et Stan Lefan était aussi persuadé qu'il y avait un problème avec la L-Dopa. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Deuilé Bénès, qui est ce charmant monsieur qui maintenant est à la retraite, qui est un Espagnol, lui, qui est venu faire son postdoc aux États-Unis. Vous savez, les chercheurs vont souvent faire leur postdoc aux États-Unis. Et De Yebenes, il a fait un travail chez les modèles animaux. Il s'est rendu compte de quoi? Eh bien, pareil, que la dopamine ne pouvait pas être utilisée parce qu'elle colorait en noir le ventricule. Et ces travaux de Yebenes et de Stanlefan ont conduit finalement à ce que pendant bien plus de 30 ans, il y a eu un dogme que ne pouvait pas utiliser la dopamine dans la maladie de Parkinson. C'était dangereux, ça s'oxyde, ça devient noir, ça peut être dangereux. Et donc, on a constitué une équipe, on a créé une start-up et on a fait une double innovation. La première, c'est que très, très simplement, dans la vie, les meilleures idées sont les idées les plus simples. Je me suis dit, puisque la dopamine s'oxyde à l'air libre, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est finalement la mettre sans oxygène. Et c'est ce qu'on a fait en anaérobie un soir d'été, puisqu'on voyait que malheureusement, les cerveaux de nos souris se devenaient noirs. Eh bien, le lundi suivant, on a constitué la dopamine dans du sérum physiologique, dans une chambre, sans oxygène, en remplaçant l'oxygène par de l'azote. Et le lundi suivant, on a recommencé nos manips et on a vu que ça marchait. Deuxième innovation qu'il a fallu faire, c'est trouver des pompes de précision pour pouvoir administrer le traitement en continu. Et c'est ce qu'on a fait, puisque la France était leader en stimulation cérébrale. Ça a été développé par Grenoble, Alim Benabid, puis Paris, Bordeaux et Lille ont été parmi les premiers centres à faire la stimulation. Donc ça fait 30 ans qu'on fait de la stimulation cérébrale profonde. Et donc on a utilisé cette même technique pour aller mettre non pas 2 électrodes au fond du cerveau, mais un fin petit cathéter tout mou dans le cerveau, ici, et on allait le mettre près du troisième ventricule, dans le ventricule latéral. Donc, on passe que 3 cm de cortex, comme ça, on n'abîme pas le cerveau, parce que mettre des électrodes très profondes, tout le long du trajet de l'électrode, on abîme le cerveau, ce qui est pas souhaitable. Hein. Et en plus, quand on met le cathéter, eh bien, le bout du cathéter, il est juste à côté. Vous vous rappelez le serpent violet que je vous montrais tout à l'heure, le striatum, là où on veut que la dopamine va. Et donc, on peut mettre un goutte à goutte, comme une belle plante, un goutte à goutte de dopamine qu'on va mettre directement à côté du striatum. Et puis, on a une pompe qu'on met sous la peau. Donc, on évite les pompes extérieures parce que c'est pas agréable. On va la mettre sous la peau et on pique à travers la peau, comme vous voyez ici. Alors, ce n'est pas le ventre de Catherine, hein, vous vous en doutez, il y a un peu trop de poils. Et donc, on va piquer directement dans la pompe pour aller remettre 20 millilitres de dopamine. Et on programme à l'aide d'un programmeur pour dire à quelle heure vous vous levez, à quelle heure on met la dopamine, etc., etc. Donc, on a validé, bien sûr, avant de passer chez les patients dans différents modèles, je vais passer assez vite. Et puis, on a fait une étude, on a demandé l'autorisation au gouvernement et à l'Agence française du médicament pour faire cette première étude en phase 1-2. C'est-à-dire que la phase 1, eh bien, on mettait des petites doses et on augmentait tout doucement. Parce que l'un des points qu'il faut retenir, c'est que ça a été très dur. Chaque étape, souris, rat, primates, etc., ça a été très dur de trouver la dose. On n'avait pas de notion de la dose. Et quand on regardait ce qui avait été fait avant, à Boston, à Melbourne ou encore à New York, eh bien les doses étaient fausses. Finalement, ça n'allait pas. Donc on a dû vraiment chercher, tâtonner pour trouver les doses. Et une fois que les personnes étaient bien améliorées, on leur proposait de passer en phase 2. Un mois, on tirait au sort, soit ils reprenaient leur traitement oral, soit ils avaient le traitement par dopamine, et on évaluait avec des échelles et aussi un actimètre, c'est-à-dire on enregistrait les mouvements à la maison. Alors, les personnes qui ont participé à l'étude étaient des personnes qu'on peut sélectionner pour les traitements de seconde ligne dont on a parlé tout à l'heure, et notamment pour les traitements de la stimulation cérébrale profonde. Alors, quels ont été les résultats? Eh bien, on a été très surpris que la dopamine était très bien tolérée. Alors, bien sûr, comme la L-Dopa, comme les agonistes, ça donne des nausées, et si on va trop vite, ça donne des vomissements, et beaucoup de patients ont eu des nausées et des vomissements parce que on a tâtonné, on montait trop vite. Et après, on a trouvé que quand on monte de 5 mg ou de 10 mg une ou deux fois par semaine, là, ça se passe beaucoup mieux. Mais au début, on montait de 20 mg, c'était trop fort. Deuxièmement, à part des petits effets, les deuxièmes gros effets indésirables qu'on a vus assez fréquemment, surtout quand on allait trop vite ou trop haut, c'est la somnolence. La somnolence, ça a vraiment été un effet qu'on a vu assez fréquent. Donc, il faut aller tout doucement et pas monter trop haut, prendre son temps pour éviter d'avoir somnolence et nausée. En dehors de ça, aucun effet indésirable grave n'a été lié à la dopamine, ni même d'effets indésirables pas graves. En fait, c'était très, très bien toléré. Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'on n'a vu aucun effet d'excitation et aucun effet
de mouvements involontaires comme avec la L-Dopa. Et donc, on s'est rendu compte que la dopamine et la L-Dopa ne font pas la même chose. Enfin, on a pu constater avec des agendas que remplissaient les personnes à la maison et avec l'actimétrie qu'on améliorait de 4 heures le contrôle parfait. C'est-à-dire, je suis bien, je n'ai pas de blocage, je n'ai pas de mouvement involontaire. Alors, parfait ne veut pas forcément dire qu'on est normal, parce qu'il y a une partie des symptômes qui ne s'améliorent pas avec la L-Dopa. Et on avait 6 heures d'amélioration de bonne autonomie. C'est-à-dire, j'ai soit des tout petits mouvements, soit des blocages légers. Donc, et ça, bah, vous voyez, quand on compare par rapport aux 2 heures d'avant, ça semble être effectivement, et dans les 2 heures d'avant, c'est les 2 heures avec des dyskinésies. Donc, ça nous semble être prometteur et on espère pouvoir développer ce traitement et qu'un jour, cela puisse vous être proposé pour ceux qui ont une forme plus avancée, qui souffrent de ces fluctuations, et que vous pourriez choisir un peu plus de traitement, et notamment ce traitement-là qui serait moins susceptible d'être dangereux comme la stimulation cérébrale, qui serait aussi efficace, avec l'inconvénient de devoir avoir un remplissage qu'on fait à domicile et qui n'a pas les problèmes de cutanés qu'on peut avoir avec les autres traitements. Voilà un petit peu le topo que je voulais vous faire pour respecter les 30 minutes que m'a généreusement donné Marie. Merci, et merci David pour cette présentation très, très claire et toujours très, très intéressante. On va passer ensuite aux questions, mais d'abord, voilà, on a avec nous Catherine qui fait partie des gens qui ont participé à l'étude clinique. Donc, je pense que voilà, c'est important d'avoir son témoignage. Et je voudrais vraiment voir si, Catherine, vous voulez un peu nous parler de votre vécu. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à l'étude, un peu un peu votre témoignage, en fait, de cette étude, parce qu'on sait que c'est important de participer à la recherche. Si on ne participe pas à la recherche, elle peut pas avancer. Et voilà, je pense que c'était très important aujourd'hui d'avoir aussi votre témoignage des liens que vous aviez avec le docteur De Vos. Enfin, un peu le cheminement pour participer à cette étude. Oui, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Voilà, j'ai 69 ans et j'ai la maladie de Parkinson depuis, ça a été confirmé en 2019 donc, par le professeur De Vos. Et puis voilà, de fil en aiguille, il m'a proposé de faire partie d'un protocole, voir si j'acceptais, pour une pompe intraventriculaire. Donc, il a très bien expliqué, il a très bien mimé le parkinsonien. Et puis, donc j'ai accepté, parce que lui faisant entièrement confiance. Voilà. Donc j'ai eu cette pompe, et comme il l'a si bien signalé, et au départ il tâtonnait, hein, comme vous êtes d'accord avec moi, professeur De Vos. Et puis les vomissements, parce qu'il y avait trop rempli, enfin c'était. Et après, il a fallu, avec tâtonnement, on a trouvé une chose, c'était merveilleux pour moi. Bon, je n'étais pas guérie, ça vaut bien se mettre en tête que c'est un protocole. Ce n'est pas un traitement qui existe et qui va vous guérir. Mais franchement, c'était le bonheur, quoi. Moi qui étais randonneuse, donc je remarchais, moi qui ne marchais plus. Voilà, j'ai eu cette pompe en octobre 2022, si je me souviens bien. Et je ne prenais plus aucun médicament plus de L-Dopa. Je ne vis qu'avec la pompe, en fait. Donc, Catherine a été la seule au monde à avoir le traitement oral. Les autres, on a laissé le traitement oral, mais Catherine, qui adore servir de patiente test, a accepté de poursuivre le protocole et de chercher la possibilité de n'avoir que le traitement par dopamine, et on a pu le faire avec elle. Ça a demandé beaucoup d'aller-retour, beaucoup de son temps, je la remercierai jamais assez, mais on a effectivement réussi à déterminer les doses, ce qui, bien sûr, pour les suivants, va être plus simple parce qu'on aura des règles plus simples de savoir quelle dose il faut prendre et surtout à quel rythme on doit augmenter. Et en fait, il faut prendre son temps, ça met du temps, hein, Catherine. Oui, mais enfin, il faut persévérer. Voilà. Voilà, non, mais c'est pas toujours évident. Ce n'était que du bonheur. Mais C'est un peu ce que j'aurais envie de vous demander, en fait. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens pour pour les stimuler à participer à la recherche? Parce que, comme je l'ai dit, si on n'a pas de participants, on n'a pas de recherche. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire par rapport à votre expérience globale, même le rapport avec les chercheurs et tout? Le temps que ça prend aussi, peut-être. Oui, il faut vraiment accepter voilà, d'être malléable, de faire des allers-retours,
parce que vous pouvez avoir des gens. Personnellement, moi, j'ai fait un cancer du sein dessus, donc en plus. Après, il faut faire confiance totale, quoi, en fait, à son médecin, son neurologue, quoi. Et voilà. Il vous explique bien, et puis pas hésiter à poser les questions, et voilà, mais je pense que c'est important. La confiance, je crois que ça fait beaucoup. En fait, cette étude aussi, ça a été des vraies aventures humaines qui ont été extraordinaires. C'est-à-dire qu'avec la plupart des personnes, alors on ne doit pas trop faire ça, mais ils avaient notre portable personnel à Caroline et à moi, parce comme c'était tellement innovant, on voulait être sûr que s'il y a le moindre problème, ils puissent joindre quelqu'un tout de suite. Oui, ça crée des liens, et puis il n'y a pas de Ça crée des liens, parce que du coup, on a beaucoup ri, on a eu beaucoup de stress aussi, et c'est vrai que ben, si on n'a pas les personnes impliquées, on demande aussi de l'intelligence parce qu'il faut être aussi intelligent pour s'évaluer. C'est pas évident de s'évaluer, de comprendre ce qui se passe. Alors au plan moteur, ça va, mais au plan psychologique, c'est toujours très dur de s'évaluer. Et on a besoin d'évaluation pour comprendre ce qu'on fait. Donc c'est vrai que c'est un super partenariat. Non, mais c'est vrai que certaines personnes disent bon, moi je vais mettre ça, ben, pourquoi je ne suis pas guérie? Enfin voilà, non, mais vous êtes d'accord. Hein. Les gens qui n'ont pas tout compris. Il y a des personnes qui attendaient plus encore parce qu'ils Oui. auraient toujours d'être guéris du Parkinson. On le sera peut-être un jour. Un jour. Si on arrête les pesticides et les métaux lourds et les solvants, déjà ce serait une façon. Ça sera le sujet d'un autre rendez-vous recherche. Et non, je pense que vraiment. Je peux vous dire que ça marche super bien parce que comme depuis l'année dernière, on a dû me l'enlever cette pompe. Pourquoi? Ben, je sais pas. Le professeur de Vos vous le dira peut-être un jour. Et donc, ben, j'ai vraiment vu la différence. C'était la descente aux enfers. Là. Je suis repartie de la pompe où je ne prenais plus rien à 8 modopars par jour, donc toutes les 2 heures, comme dit les professeurs de Vos. C'est plus du tout. Voilà, c'est une autre façon de vivre. En fait, ces études coûtent plusieurs millions d'euros. On a tenu l'étude pendant 4 ans. C'est ça qui est important aussi. Donc, on a eu beaucoup de données à long terme. Donc, c'est pour ça qu'on est assez serein sur le fait que ça marche bien. Néanmoins, on n'avait pas les moyens. L'Agence de régulation des médicaments n'a pas voulu nous soutenir. Voilà. Le gouvernement n'a pas voulu que le traitement soit considéré comme compassionnel chez ces personnes-là. Donc, on n'a eu aucun soutien financier. Et donc, de guerre lasse, on a dû malheureusement, après 4 ans, arrêter l'étude. Et là, la bonne nouvelle, c'est que la startup InBrain Pharma va être achetée par une industrie pharma espagnole. Et donc, le traitement va pouvoir être développé et on espère que dans 1 an ou 2, un grand essai international pourra être mené où on pourra à nouveau proposer ce traitement aux patients qui ont des complications tristes. Alors, bien sûr, il ne faut pas attendre plus de 2 ans. Si vous avez besoin d'un traitement maintenant, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut profiter des autres traitements. Ouais. Je pense que c'est un aspect important des essais cliniques. En fait, c'est vrai qu'il y a un écho. Les personnes qui participent à un essai clinique ne sont jamais garanties de pouvoir continuer après le traitement, peu importe le résultat à la fin d'un essai clinique. Je pense que ça, c'est quelque chose, c'est une vraie prise de conscience qu'il faut avoir quand on souhaite participer à un essai clinique, quel qu'il soit, quand il est pharmacologique, que voilà, le traitement est disponible le temps de l'essai et pas forcément après. Et ça peut être difficile à comprendre, c'est vrai. Alors, c'est vrai que pour certaines personnes, malheureusement, leur maladie a tellement évolué qu'ils étaient dans un état difficile et donc l'arrêt les a aggravés un peu, mais il y avait tellement d'autres problèmes que ça a eu moins de conséquences. Mais on a quand même eu plusieurs personnes comme Catherine qui était très autonome et un autre jeune homme aussi. Et ça a eu, voilà, espérons pouvoir leur reproposer. Ouais. Ce serait bien pour les autres personnes, pour les patients qui vont arriver. Ce sera très bien. Alors, pour les personnes qui sont en ligne, n'hésitez pas à poser aussi des questions à Catherine si vous le souhaitez. On a beaucoup de questions. On a beaucoup de questions qui sont très personnelles, qui portent sur les traitements personnels. On ne va pas y répondre. C'est pas du tout le but ici. Hein. C'est pas ça. Je sais que ça peut frustrer, mais on a différentes questions qui sont plus de recherche. Quand ça touche un plus large public, on va y répondre. Et là, on a une question qui est, c'est plus pour le professeur De Vos. Hein. On nous demande pourquoi ne pas donner des demi-doses toutes les 2 heures dès le départ au lieu de donner des fortes doses toutes les 4 heures. C'est une très bonne question. On manque de données. Alors moi, par exemple, j'aime bien rigoler, donc je dis toujours aux étudiants, faut commencer, ou aux neurologues, vous commencez tout de suite avec 4 prises par jour où je vous mets en prison.
mais parce que c'est mieux déjà de mieux couvrir, un peu comme un traitement antidiabétique plus compliqué, on sait que ça va mieux maîtriser les choses. Mais c'est quand même compliqué déjà de prendre 4 prises, hein. On sait que la prise de 16 heures, on oublie, c'est pas facile. Partir d'emblée toutes les 2 heures, oui, c'est forcément très bien d'un point de vue mécanisme du cerveau, mais c'est un enfer alors qu'on commence la maladie de partir tout de suite. Donc là, c'est vraiment pas trop pénible pour les personnes de commencer comme ça. On pourrait dire aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas d'emblée commencer par une pompe apomorphine ou commencer par une dopamine intracérébrale ou mettre la stimulation cérébrale? Là aussi, je pense que ça marcherait, mais ce serait trop invasif dès le départ, alors qu'avec un peu de L-Dopa, on peut rester bien, en tout cas plus ou moins contrôlé pendant de nombreuses années. Et alors, on a beaucoup de questions qui couvrent beaucoup de choses. Je vais essayer de prendre les questions qui couvrent ce dont on a parlé aujourd'hui d'abord. Il y a une question qui demande si le traitement est compatible ou complémentaire avec une électrostimulation existante. Donc, est-ce que des gens neurostimulés pourraient avoir accès? On pose beaucoup la question. Alors, dans l'absolu, oui, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas complémentaire. Mais dans l'essai thérapeutique qu'on va mener, on ne pourra pas le faire chez les gens qui ont déjà une stimulation cérébrale parce que ça va perturber l'analyse des résultats. Mais imaginons on fait l'essai thérapeutique dans 2 ans et donc effectivement, l'essai va durer 3 ans. Donc, ça veut dire que dans quelques années plus tard, eh bien, pourquoi pas, on peut faire stimulation plus pompe apomorphine, on peut faire dopamine intracérébrale plus stimulation cérébrale. Voilà, on peut cumuler des traitements. Oui, ça, je pense que ce n'est pas aberrant du tout. Et une autre question, est-ce qu'on demande si ça serait éventuellement possible chez des gens qui sont à un stade très très avancé, presque à un stade grabataire, et est-ce qu'il y aurait une limite d'âge en fait? Alors, non, il faut. Alors, nous, on a mis 75, ce qui est assez avancé parce que la stimulation est 70. Mais plus on est âgé, plus on a des problèmes de marche, de chute et de mémoire. Or, les chutes et la mémoire, c'est absolument pas amélioré par la dopamine, ni par la L-Dopa, ni par rien d'ailleurs. Il n'y a que l'acétylcholine qui peut améliorer ça un peu. Et d'ailleurs, on a un programme de développement pour augmenter l'acétylcholine, la fameuse rivastigmine, hein, qui a été déremboursée par erreur en France, parce qu'ils l'ont fait pour l'Alzheimer, ils ont oublié la maladie de Parkinson, c'est babache. Donc, du coup, maintenant, plus les personnes font ça, elles doivent payer. Et donc, c'est vraiment l'acétylcholine. Donc, si vous avez une personne qui est quasiment gravataire, eh ben, si vous voyez que ce qui est amélioré avec la L-Dopa, c'est ce qui va être amélioré avec la dopamine, mais en maintenant tout le temps. Donc, ça n'a pas d'intérêt quand on est gravataire. Pour lutter contre ça, il faudra des traitements neuroprotecteurs pris très tôt. Et on a beaucoup parlé de symptômes moteurs, et là on nous demande si la dopamine intraventriculaire peut avoir une action sur des symptômes plus non moteurs, tels que l'anxiété, l'émotivité, l'hypersalivation, voire la dysphagie. Alors, c'est une très très bonne question. Oui, on a vu que certaines douleurs étaient améliorées, mais pas toutes. Ça y est, des douleurs qui répondent à la L-Dopa, des douleurs qui répondent plutôt aux antiépileptiques comme gabapentine ou prégabaline, et puis des douleurs qui répondent à rien. Et donc, c'est compliqué de gérer les douleurs dans la maladie de Parkinson. Le sommeil s'améliore, le mal-être pendant le sommeil s'améliore avec la dopamine, puisqu'on peut donner de la dopamine la nuit. Et donc ça s'améliore beaucoup. L'anxiété lors des pics, des phases de blocage s'améliore avec la dopamine. On l'a vu aussi avec les autres d'ailleurs. L'addiction, ça semble s'améliorer puisqu'on n'a pas du tout d'addiction. Au contraire, on est calme. Nous, avec certains patients, le patient numéro 2, là, qui était un blagueur, il s'est dit ça va être comme de la cocaïne, je vais être énervé, et pas du tout. La dopamine calme, donc on a plutôt moins d'addiction. Maintenant, toutes ces améliorations sur d'autres symptômes doivent être déterminées dans le futur. Sur la marche, j'ai un patient qui s'était bien amélioré avec la marche. Après, il a fait d'autres problèmes, d'autres complications. Mais la marche, certains aspects de la marche peuvent être améliorés, mais pas les chutes. Le freezing, il peut s'améliorer un peu. Voilà, donc il y a la dysphagie, un peu, mais pas beaucoup. Je pense que ce n'est pas un traitement pour la dysphagie. La douleur aux jambes. La douleur aux jambes, voilà. C'est atroce. Comme Catherine avait des dystonies quand on a des crampes qui tordent, etc. Ça, c'est très efficace sur ces aspects. Oui, carrément. Et n'hésitez pas, Catherine, à intervenir hein, si vous souhaitez dire quelque chose. Vraiment, tous vos témoignages est très très important. On a quelqu'un qui nous demande si,
on a parlé de diminution de traitement oral, si on peut diminuer le Cifrol, par exemple, Oui. avec ce traitement. Donc voilà, ça rentre dans tous les traitements dopaminergiques. Alors, je regarde un peu les questions parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Juste pour information, il y a 412 personnes connectées Ah, encore. Donc voilà, c'est un vrai intérêt. il y a Euh, le j'ai- mucuna prurien, là, je vois oui, question. Bon, oui, c'est de la L-Dopa, c'est en petite quantité. Enfin, c'est pas grand-chose. N'imaginez pas, vous pouvez en prendre si ça vous fait plaisir. Encore une fois, il y a un effet placebo. Donc, si vous prenez des vitamines, du mucuna, qu'importe, des choses qui vous font du bien, ben, continuez. Il y a aucun problème. Il faut se faire du bien. On a un effet placebo. Moi, j'ai un copain qui est un super médecin. Il prend toutes les pilules du monde. Et pourtant, il sait très bien que ça n'a pas été démontré, mais il adore ça, les compléments alimentaires. N'hésitez pas. Mais ce n'est pas un traitement reconnu du Parkinson. Et on a la L-Dopa, ça ne sert à rien de prendre le mucuna. Mais si vous voulez en prendre, en complément, il n'y a pas de souci avec ça. alors on a une question un peu provocative, mais je pense que je vais la prendre parce que elle est intéressante et je pense qu'elle. Il y a une personne qui demande si lorsqu'un protocole fonctionne, pourquoi ne donne-t-on pas de financement supplémentaire? Ah, bonne question. Je pense que voilà, il faut entendre aussi C'est ces la question questions, c'est piège. important. Alors, d'abord, je voudrais dire que les patients, les familles et la population générale sont très généreuses et donnent beaucoup d'argent. S'il n'y avait pas France Parkinson, je ne sais pas si j'aurais pu faire tout ce que j'ai fait. Donc, c'est vraiment d'abord merci à vous, merci à France Parkinson. Les gens sont généreux. Le problème, c'est pas qu'on n'a pas d'argent. Je crois que dans ma carrière, j'ai cumulé pour l'instant plus de 20 millions d'euros sur la recherche. Donc, je ne peux pas trop me plaindre. Cependant, quand on développe des traitements, ça devient des sommes colossales. Par exemple, l'essai thérapeutique qu'on a fait, c'est plus de 2-3 millions. Et encore, on l'a fait vraiment pas cher. On s'est arrangé avec le CHU de Lille. Ils ont été très aidants. La phase suivante qu'on veut mettre, c'est pour ça que des Espagnols nous rachètent. Le développement pour que demain vous avez le traitement, c'est 50 millions. Et donc 50 millions, le gouvernement ne peut pas donner 50 millions. Le gouvernement donne beaucoup d'argent via la BPI. Il aide beaucoup les startups. Donc, en fait, beaucoup de gens jouent le rôle, en fait, hein. Le gouvernement finance, alors il devrait financer beaucoup plus la recherche académique, il ne finance pas assez, mais la recherche privée des startups, des sociétés, il le finance beaucoup. Après, il y a des grands argentiers du monde, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui, eux, pourraient mettre beaucoup d'argent, et eux ne le mettent pas forcément. Et ces derniers temps, ils sont un peu frileux. Alors, il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre là, il y a ceci, et hop, on finance moins. Donc, c'est parce que c'est des sommes très importantes. C'est pour ça que, voilà. Mais on se bat, on se développe. Et puis, le soutien votre soutien, moi, les gens, ils n'ont pas d'argent, ils m'ont fait des dons de quelques euros, mais j'étais hyper touché. C'était beau, quoi. Donc, non, non, il y a de l'argent quand même. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent quand même, mais bon, c'est vrai qu'il faut continuer à le chercher, continuer à Il soutenir les faut pas se chercheurs battre, à chercher, et voilà, mais on va y arriver. et on va y arriver. Alors j'ai deux questions qui portent sur la dopamine de synthèse. Déjà la première, c'est à quoi ressemble-t-elle? Et la deuxième est par rapport à l'oxydation de la dopamine. C'est quoi le risque? Et est-ce que ça ne fonctionne plus lorsqu'elle est oxydée? C'est des super idées, super questions. Alors, la dopamine, c'est comme du liquide, hein, c'est comme si c'était de l'eau. On prend de l'eau, mais si vous laissez l'eau dans le verre, avec cette température qu'on a actuellement en France, bah, en quelques minutes, ça va commencer à devenir noir et vous n'allez plus avoir envie de la boire du tout. Euh, c'est- et s'oxyde, alors déjà, ça colore tout en noir, et je pense que ça peut aggraver la mort des neurones. Donc, ça peut être dangereux d'avoir de la dopamine oxydée. Alors, nous, on a vu chez les personnes, il n'y avait que 12 personnes au départ, Catherine est toujours là, on a vu que ça n'avait pas un effet majeur de bloquer l'évolution de la maladie. On a vu que malheureusement, ceux qui commençaient à avoir des troubles intellectuels sévères ont continué. Ceux qui évoluaient peu, bah, évoluaient peu. Donc, on n'a pas un effet majeur, ni positif, ni négatif. En revanche, je me pose la question, si on met la dopamine tôt, est-ce qu'on ne pourrait pas être un tout petit peu neuroprotecteur? Et ça va demander des très grandes études plus tard pour le faire. Donc, ça ressemble à de l'eau. En fait, on achète de la poudre, on le met dans de l'eau stérile, sous une enceinte, et ensuite, on le met dans des flacons stériles et sans oxygène. On le prend dans une seringue et on l'injecte directement dans la pompe. 20 ml, et on remplace 20 ml toutes les semaines, tous les
combien? 10 jours, 15 jours, ça dépend du rythme qu'on veut avoir. Après, Catherine, c'était tous les 7 jours parce qu'on avait des doses très élevées et on remplaçait tout le traitement oral. Il y a un autre jeune qui voulait encore voyager, donc lui, on a mis que tous les 15 jours et il prenait plus de traitement oral. D'accord, ok. C'est une question que je voulais poser aussi, c'est justement le nombre d'injections par rapport aux pompes où il faut changer tous les jours, c'est vraiment... Alors, les pompes, il faut les changer tous les 5 à 7 ans. Donc, c'est un peu comme au début de la stimulation cérébrale profonde. Et un jour, il y aura probablement des pompes qui vont se recharger automatiquement. Donc, les pompes, c'est pas un problème. Ça prend une demi-heure à changer. Enfin, voilà. Bon, il faut ouvrir, bien sûr, et tout ça. On peut même le faire sous local, mais généralement, on le fait sous une courte anesthésie générale. Parce que c'est pas très voilà, confortable. Non. Et les remplissages pour toutes les semaines, bah, je vais laisser Catherine expliquer comment ça se passe, parce qu'elle l'a vécu des centaines de fois. Ah, toutes les semaines, oui. Au départ, c'était au centre hospitalier. Donc, il fallait toutes les semaines. Et puis, bien sûr, je me mettais un patch 1 heure avant de, voilà, pour pas sentir l'injection. Sinon, on pique directement, mais ça va très très vite, en fait. Vous pouvez peut-être expliquer, en fait, on met un petit patch d'EMLA, un petit Oui, patch. c'est ça, un petit patch d'anesthésiant, en fait. Et puis après, l'infirmière, bon, elle cherche l'entrée de la pompe qui est dans l'abdomen. Et quand elle trouve l'entrée, elle pique avec, et voilà, puis elle met le produit qui est préparé au dernier moment à la pharmacie. Vous êtes d'accord? C'est ça. Et ça prend quelques minutes, hein, c'est assez rapide. Et après, comme ça marchait bien, c'était à domicile. Et donc, moi, je regarde le futur, hein, déjà, parce que c'est un traitement que nous, on trouve très bien. Dans le futur, ça serait donc accompagné avec une prestation à domicile d'infirmier qui viendrait à domicile quand c'est nécessaire. Et c'est différent pour chaque personne malade, en fait, selon la dose et selon le réglage de la pompe. Tu as tout à fait raison, Marie. En fait, l'idée, c'est que vraiment, on fasse une recette propre à chacun. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis après, comme c'est des remplissages à domicile, bon, bah, ceux qui vont descendre dans le sud, ils pourront se faire remplir aussi dans le sud. Voilà, C'est un peu comme la pompe apomorphine ou comme le Skiova. C'est-à-dire qu'après, on apprend. Alors, on n'a pas besoin, à l'inverse des autres pompes, on doit changer tous les jours. Hein. Vous savez, apomorphine, Skiova, duodopa, il faut changer les cassettes tous les jours. Là, vous n'avez rien à faire. Hein. Tout est prévu. Il y a juste une infirmière qui vient, qui vous dit bonjour, vous blaguez un peu avec, il remplit, ou un infirmier, il remplit et il s'en va en une demi-heure, c'est réglé. Et donc, il ne s'empêche pas de voyager, etc., et de vivre sa vie normalement. Ça n'empêche pas d'aller à la piscine. Ça n'empêche. Les seules contre-indications, c'est la plongée sous-marine au-dessus de 20 mètres, voilà, et c'est d'aller dans des saunas. Éventuellement, ça peut faire dysfonctionner un peu la pompe. Mais voilà, c'est pas. C'est une IRM. Et une IRM, Il faut arrêter la pompe, exactement. Ça, c'est le truc. Maintenant, on fait les IRM avec les pompes, mais il faut arrêter la pompe avant et on remet la pompe après. Voilà, exactement. Mais c'est la même chose que pour la neurostimulation. En fait, tout ce qui est. Parce que c'est une des questions, c'est est-ce qu'on peut faire du sport, justement, parce que le sport est tellement important. Voilà, oui. quels sont. Et c'est comme la stimulation cérébrale profonde, en fait. Voilà, c'est comme la stimulation cérébrale profonde, exactement. C'est-à-dire qu'il faut faire du sport. Hein. L'activité physique, c'est massivement important dans le Parkinson. Donc, il faut sa bonne dose de dopamine. On voit si on garde du traitement oral ou pas, comment on se sent, il faut prendre son temps, on adapte à la personne et on peut même avoir des relations intimes. Voilà, on peut vivre dans. Alors, c'est pas non plus super élégant, Catherine pourra le dire. On voit quand même la pompe bomber un petit peu, hein. Elle sort un peu du ventre. Avec le pacemaker, ça se voit ici. Et avec la pompe, bah, ça se voit au niveau de la pompe. En fait, c'est minime, c'est franchement. Oui, c'est pas non plus. Voilà, bon. Si vous avez une carrière d'actrice ou d'acteur, c'est éventuellement, mais sinon, ça va. Et on va élargir un tout petit peu la thématique là. On a une question qui nous demande, dans la maladie de Parkinson, d'autres zones que la substance noire sont atteintes et d'autres neurotransmetteurs sont touchés. Qu'en est-il du traitement de ces lésions et apport d'autres neurotransmetteurs? Donc là, on parle un peu plus large, mais c'est aussi important. Moi, je vais embaucher toutes ces personnes qui posent des super questions parce que je vais avoir besoin de leur aide. C'est exactement ça. En fait, quand j'ai parlé avec un copain canadien qui est très connu à Toronto, Alfonso Fasano, il m'a dit, et alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire à l'acétylcholine? Alors moi, je voulais pas lui dire parce que je lui dis, bah non, j'ai pas encore breveté ça, donc j'ai rien dit. Et donc, bon, en plus, il y a 400 personnes qui l'entendent, donc voilà. Donc ils vont dire demain, professeur De Vos fait. En fait, oui, on peut imaginer compenser les autres neurotransmetteurs du cerveau, et c'est en ça où on a publié dans la plus grande revue mondiale, dans Nature Medicine, parce que c'est une nouvelle façon de traiter en fait les maladies du cerveau.
ce qui est là au-delà de la dopamine et du Parkinson. On peut imaginer demain qu'on mette d'autres substances qui permettent de bloquer la mort des neurones. On peut imaginer compenser la noradrénaline, la sérotonine pour l'anxiété et la dépression des formes sévères en psychiatrie, par exemple, l'acétylcholine pour les troubles cognitifs importants, les troubles de la marche importants. Donc, c'est des choses qu'on pourrait faire. Mais il faut trouver le moyen de protéger, d'avoir des brevets. Il faut trouver le moyen de dompter la molécule et de comprendre à qui il faut le donner. Donc, il y a tout un travail. Mais oui, tout à fait. J'espère que ce qu'on appelle la brain infusion en anglais, la perfusion cérébrale, va se développer dans les années futures pour traiter les maladies sévères. C'est sûr que si vous avez un peu de lenteur et de raideur d'un bras, mettre une pompe et un cathéter, c'est quand même un peu invasif. Donc, il faut trouver. Et là, c'est pour ça qu'on a un autre programme de développement avec un traitement neuroprotecteur à base de plaquettes sanguines qui répare, qui est notre système de réparation. Et là, on le fait en intranasal, parce que l'intranasal pourrait être une solution intéressante pour la maladie de Parkinson, puisque les bulbes olfactifs et la substance noire ne sont pas très loin. Mais ce n'est pas possible pour la dopamine, l'intranasal. J'ai vu une des questions comme ça, parce qu'en fait, il faut l'avoir en continu, la dopamine. Donc, vous n'allez pas sniffer en continu toutes les minutes, c'est pas possible. Et ben justement, on parle là d'autonomie du patient avec l'intranasal pour rendre plus facile. Et il y a une des questions, c'est est-ce qu'à terme, avec cette pompe de dopamine, est-ce que on pourrait imaginer que le patient devienne autonome et qu'il fasse lui-même la piqûre pour remplir, hein? Alors, ça fait partie, on m'avait demandé de faire un topo aussi sur l'IA et la maladie de Parkinson. Et effectivement, regardez ce qui se passe dans le diabète. Et c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire que dans le diabète, on met ici un petit capteur qui capte la glycémie. Ensuite, on met une pompe sous-cutanée. Et le capteur et la pompe discutent entre eux. Et c'est une boucle ouverte, c'est-à-dire que le patient peut aussi lui-même adapter. Exemple, la pompe s'adapte à la glycémie. Et il dit, bah là, je vais faire du sport intense, donc je vais augmenter mes besoins. Ou là, je fais un gros repas au restaurant, j'augmente mes besoins. Et donc, c'est un système comme ça. Donc, on pourrait imaginer dans le futur que le patient puisse, d'abord qu'une grande partie soit liée à l'activité motrice. Par exemple, on mettrait un actimètre qui mesure notre activité. Et on voit qu'on fléchit, la dopamine est augmentée. Et en plus, on pourrait faire des programmes, 2-3 programmes de réglage un peu plus forts, parce qu'il y a des journées où on est moins bien, des journées où on est mieux. Mais ça demande des développements d'ingénierie des pompes. Ça, c'est pas mon travail. Les pompes sont américaines. On travaille avec une société qui s'appelle Infusine. Je leur ai déjà donné toutes les idées, mais ils m'ont dit, bon, David, un jour à la fois, il y a déjà des trucs à faire. Donc, on va déjà sécuriser les pompes. Et c'est le futur, ça, c'est sûr qu'on voudrait faire. Mettre une pompe très tôt, comme ça, les personnes ne vont pas s'embêter avec les traitements et adapter les doses en fonction de l'activité motrice. Je ne sais pas si je vais le faire avant ma retraite, mais c'est ce que je rêve de faire. Et donc là, il faudrait mesurer la dopamine intracérébrale, parce que la dopamine dans le sang n'est pas un reflet de la dopamine intracérébrale. Et là, en fait, au lieu d'avoir la glycémie dans le sang pour le diabète, là, ce serait l'activité motrice qu'on mesurerait. D'accord. Okay. Alors, on arrive gentiment au terme de cette conférence. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Il y en a beaucoup auxquelles on n'a pas pu répondre. Je pense qu'on aurait besoin d'une heure en plus pour répondre à tout. Il y en a peut-être juste une que je vais prendre encore la dernière parce que c'est un peu à l'ordre du jour avec ces grandes chaleurs. C'est est-ce que la dopamine améliore les troubles des tensions orthostatiques? On sait qu'avec les grandes chaleurs, on peut en avoir encore plus. Ah, merci pour cette très bonne question, parce que j'ai oublié de dire le troisième effet indésirable, c'est la chute de tension. Au contraire, la dopamine, la L-dopa, les agonistes dopaminergiques jouent sur les récepteurs dopaminergiques centraux, mais ils jouent aussi sur les récepteurs des vaisseaux. Or, la dopamine, son but dans les vaisseaux, c'est de baisser la tension artérielle. Donc, vos troubles de tension artérielle peuvent être liés à la fois à la maladie de Parkinson, mais aussi à tous les traitements par dopamine. Et on l'a bien vu dans la dopamine. Il y a un des patients que connaît d'ailleurs Catherine, qui avait des gros problèmes de chute de tension. Et donc, chez lui, je n'ai pas pu monter les doses de dopamine très élevées. C'est lui qui avait aussi des gros problèmes de marche. Sa marche est très améliorée avec 50 mg. Et on ne pouvait pas monter beaucoup au-dessus. Il était très bien avec 50 parce que sinon, les chutes de tension étaient trop importantes. Donc, ça peut aggraver la tension, effectivement. Ouais. Donc, restez. Et je vais prendre vraiment la toute dernière question. Est-ce que trop de sport peut faire un surdosage de dopamine avec le traitement en plus? Alors, la dopamine peut effectivement, je pense qu'il y a une consommation de dopamine, c'est-à-dire que quand on a beaucoup d'activité physique, on consomme plus de dopamine. Et ça, c'est les personnes qui me l'ont appris, ça fait 30 ans que je les écoute, et effectivement, quand ils sont plus stressés,
quand ils ont plus d'activité physique, j'ai l'impression qu'ils consomment plus de dopamine aussi, mais ça a un effet positif aussi. Donc en fait, il y a une espèce de rebond qu'on voit avec la dopamine. Ça nécessite encore pas mal d'études, mais effectivement, il faut adapter probablement la dose de dopamine par rapport à l'activité physique. D'accord. Eh ben, je ne sais pas si Catherine, vous avez envie d'un mot de la fin pour encourager les gens. David, un petit mot pour la fin pour nos participants. On en a encore 390 hein, quand même. Donc, c'est des gens qui sont restés connectés pendant 1 heure, donc ils vous ont vraiment écouté et c'est très important. Donc, est-ce que vous avez un mot de la fin, Catherine? Non, je vais laisser le professeur David. Je vais laisser Catherine dire le mot de la fin. Je vais dire avant, mais Catherine dit le mot de la fin. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je suis très, très, très heureux de pouvoir répondre à vos questions, parce que c'est le sens même de notre métier. Et puis, rassurez-vous, on continue à se battre pour développer des traitements. Et je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Catherine pour le mot de la fin. N'hésitez pas, si on vous propose un protocole, il faut, comme je vais redire, il faut faire entièrement confiance, les yeux fermés. Voilà, vous remettez votre personne entre les mains de neurologue, n'est-ce pas? Faites attention quand même un petit peu. Hein. Oui, oui. Non, surtout, voilà, comme vous le disiez avant, il faut que ce soit un partenariat. C'est un vrai partenariat, participer à ces cliniques et vraiment assurez-vous que ce soit le cas. À partir du moment où vous avez une hésitation, où vous ne faites plus confiance, ce n'est pas la peine. Oui. C'est ça. Et c'est un partenariat parce qu'il faut aussi être actif dans la recherche, je pense. Il faut vous-même donner vos avis, qu'est-ce que vous constatez. C'est comme ça que ça aide vraiment la recherche. Ouais. Donc vraiment, je vais vous remercier beaucoup. On a beaucoup de questions, on va toutes les prendre. On va essayer d'y répondre. Il y a des questions sur des traitements non invasifs, sur les ultrasons focalisés, sur beaucoup d'autres choses encore. Et donc voilà, on va essayer de les sortir et de faire un document de réponse quand même pour que, voilà, parce qu'on ne peut pas répondre à tout. Et si tu peux partager aussi le lien de l'enregistrement, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui voudraient. On va faire, oui, on va faire. Je pense que dès la semaine prochaine, on va pouvoir mettre le replay sur notre chaîne YouTube. Et donc, voilà, il ne faut pas hésiter à aller sur notre chaîne YouTube. Il y a beaucoup de choses sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à voir aussi le texte sur notre site sur les grandes chaleurs, sur les choses à faire et sur comment conserver vos médicaments. Je remercie le centre de pharmacovigilance de Toulouse qui nous a aidés à répondre à cette question. C'est vraiment important. Ils sont là pour nous aider. Ils nous aident beaucoup. Ils sont très réactifs quand on leur pose des questions. Donc vraiment, merci beaucoup à eux aussi. Merci à vous deux. Merci à tout le monde. On reviendra au mois d'octobre, probablement, parce qu'au mois de septembre, on aura le Parlons Recherche, qui sera aussi diffusé en direct. Donc n'hésitez pas à suivre nos actualités. On reviendra avec les rendez-vous recherche au mois d'octobre. Et probablement, on est en train d'essayer d'organiser quelque chose sur le neurofeedback, une postdoc qu'on a financée, qui a pu partir au Canada pour poursuivre ses études. On est en contact avec elle pour voir si elle pourra nous en dire un peu plus sur le neurofeedback. Merci beaucoup. Merci David, merci Catherine d'avoir été présents avec nous. Et merci à tous les participants encore. Merci à vous tous. Bonne fin de journée et prenez soin de vous. Oui. Bonne fin de journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Mot d'introduction.